Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12h du 5 décembre. À la une de l'actualité, arrivée ce matin de deux avions transportant une délégation de médecins bénévoles et du matériel médical à l'aéroport d'Alger. Opération initiée par une association fondée par des médecins algériens en France. Le programme de rapatriement d'Air Algérie a débuté hier avec le premier vol en provenance de Paris. 145 voyageurs ont atterri à l'aéroport d'Alger. Les autres aérodromes du pays se préparent pour la reprise de l'activité. L'exemple à l'aéroport de Constantine. Et on va parler entrepreneuriat féminin dans ce journal avec le portrait d'une artisane qui a fait de sa passion sa source principale de revenus. Aïcha s'est reconvertie dans la fabrication de bijoux avec une carrière dans l'enseignement. Je vous le disais en titre, des dons du matériel médical essentiellement, dont des respirateurs sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger. Il s'agit d'un avion acheminé grâce à la mobilisation d'une association fondée principalement par des médecins algériens en France. Un premier avion transportant une délégation de médecins est arrivé plus tôt. Il a été accueilli par Nazir Bremdan, conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, et Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. L'avion transportant les médecins est arrivé également ce matin. Il s'agit de 20 tonnes de matériel médical et de médicaments destinés aux malades atteints de Covid-19 et au staff de la santé. Près d'une trentaine de concentrateurs d'oxygène, oxymètres, thermomètres, des équipements de protection et d'autres. Ces aides seront acheminées vers 11 hôpitaux à travers le territoire national. Un travail accompli en collaboration avec le ministère de la Santé. Toutes les facilitations nécessaires ont été octroyées par les autorités à travers notamment la mobilisation d'avions cargo. Et il s'agit de la 6e opération du genre pour cette association qui s'est mobilisée depuis le début de la pandémie. Notre correspondante à Paris, Afaf Belhouchet, les avait rencontrés en novembre dernier en plein préparatif pour l'une de leurs actions. Reportage. Ce sont les dernières consignes que le docteur Sekay donne aux membres et bénévoles de cette association de solidarité fondée principalement par des médecins algériens en France. Tout doit être inspecté et étiqueté soigneusement. C'est la 6e opération qu'on a déjà commencé pendant la crise sanitaire. Et c'est quoi son but? Son but pour sauver des vies. C'est la Solikov CT6, c'est surtout tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est Covid. Et du coup, donc tout ce qui est concentrateur, les CPAP, c'est des machines aussi, des oxymètres pour calculer la concentration d'oxygène dans le sang, les thermomètres, bien sûr tout ce qui est consommable, les lunettes, les tubulures, etc. Certains médicaments, notamment les anticoagulants. Mais aussi les masques, les blouses, les surblouses, les gants, les matelas, les lits médicalisés, des fauteuils roulants, des déambulateurs. En tout, 20 tonnes de matériel et de produits médicaux essentiels dans la lutte contre cette pandémie qui vont être acheminés vers 11 hôpitaux sur tout le territoire national, dont près d'une trentaine de concentrateurs d'oxygène de 10 et de 5 litres. C'est des appareils pour respiration qui n'ont pas besoin d'oxygène liquide. Des petites machines comme ça va sauver des vies. Une seule machine peut servir 4-5 patients et du coup elle va servir à sauver 4-5 patients. Un travail fait en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé en Algérie et qui bénéficie de l'accompagnement des autorités algériennes, notamment au niveau des transports. Les autorités effectivement nous ont facilité l'entrée sur le territoire pour la marchandise que nous allons emmener en aide au niveau de l'Algérie pour les franchises. À cette occasion, je remercie les autorités qui nous ont vraiment aidés, ils nous ont affrété un cargo et là vraiment c'est merci, un grand merci. Ce corps médical dévoué est soutenu par des bénévoles non moins dévoués qui travaillent sans relâche, certains en famille. C'est très important, je pense que chacun donne de son temps pour aider les autres et je voudrais inculquer ça à mon enfant. Je pense comme ma mère en fait, qu'il faut se mettre à la place des autres et essayer en fait de penser à eux et les aider en fait. Le bien-être des patients et qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin pour le Covid. Ici en France, on en souffre parce qu'on ne peut pas voir justement nos familles, donc oui, on pense beaucoup aux Algériens. Mais indépendamment de l'aide matérielle, ces médecins veulent également joindre leur voix à celle de leurs confrères en Algérie et s'adressent avant tout à la population. C'est très grave, faire attention, il faut surtout sensibiliser la population qui fasse attention. Et suite à l'annonce de la reprise des vols domestiques, les agences d'Air Algérie ont débuté la
des billets la fin de la semaine dernière et l'activité reprend également dans les aéroports du pays. À Constantine, Mohamed Boudiaf, on se prépare pour accueillir les premiers voyageurs. Un dispositif spécial a été mis en place pour garantir le bon déroulement des vols. Hamouche. Accès autorisé. À leur arrivée, les passagers devront passer devant ce nouveau dispositif. Une caméra thermique pour accéder à l'aéroport Mohamed Boudiaf. Le personnel s'active dans le terminal. Marquage au sol, port du masque obligatoire, distribution du gel hydroalcoolique. L'aéroport a dû s'adapter à cette conjoncture. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec différents partenaires ici à l'aéroport Mohamed Boudiaf. En effet, la douane, l'établissement de gestion des services de l'aéroport ainsi que la police des frontières. Tous ont été mobilisés pour les préparatifs de la reprise de l'activité. Après plusieurs mois d'arrêt à cause de la pandémie, l'aéroport reprend ses activités avec des dispositions sanitaires anti-Covid strictes, afin de permettre aux clients de voyager en toute sécurité. On a supprimé tous les robinets classiques. En ce qui concerne les bus, nous avons mis des housses sur les sièges pour procéder à l'opération de désinfection après chaque voyage. Tout ce qu'il faut pour prendre en charge un passager. Il y a tout ce qu'il faut. L'équipe est là toute la journée. Madame Kain Rahalet, l'équipe est là. Une reprise progressive placée sous le signe de la bonne santé et la sécurité des voyageurs. Les agences d'Air Algérie sont donc mobilisées après l'annonce de la reprise des vols domestiques. Une reprise après plusieurs mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Les détails avec Adel Bouhames. Après un arrêt de plus de 8 mois, cet agent commercial regagne son poste. Elle redécouvre le contact avec une clientèle à laquelle elle s'était habituée. J'avais hâte de reprendre mon travail. Ça me laisse croire que la vie va reprendre son cours normal. Que Dieu nous préserve de cette pandémie. À voir l'activité reprendre au sein des différentes agences de la compagnie aérienne Air Algérie, on peut dire que la reprise des vols intérieurs a été très bien accueillie par les citoyens. Je suis d'Annaba. Avec la suspension du transport routier interwilaya, je pense que la reprise des vols ne peut être que bénéfique pour nous tous. Je suis venu me renseigner auprès des agents d'Air Algérie pour savoir si les Algériens résidant à l'étranger et déjà rapatriés en Algérie peuvent repartir. Malheureusement, ils m'ont informé que ce n'était pas possible. Une des principales questions qui nous ont été posées était de connaître les modalités d'indemnisation. Dans ce contexte, Air Algérie permet aux détenteurs d'un billet de prolonger sa validité jusqu'en 2021 ou de changer de destination. Une reprise tant attendue qui redonnera vie aux aéroports et à toute activité commerciale. Voilà pour ce qui est des préparatifs pour la reprise des vols domestiques. Pour ce qui est du programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, il a débuté hier avec le premier vol en provenance de Paris. 145 voyageurs ont regagné l'Algérie via l'aéroport d'Alger. 23 autres vols sont prévus par la compagnie nationale aérienne. Amel Bouakba. Après des mois de suspension, des vols de rapatriement sont encore programmés. Le premier est arrivé hier en provenance de Paris et à son bord 145 passagers. J'ai été bloquée à Paris depuis janvier. J'avais peur de mourir en France. Dieu merci, on a mis des bus à notre disposition pour regagner l'aéroport. Je ne repartirai plus jamais en France. Beaucoup d'émotions se lisent sur les visages des passagers ravis de fouler encore le sol de la patrie. Nous avons souffert. J'ai eu un décès et je n'ai pas pu assister. Parmi les conditions pour voyager, le passager doit être muni d'une attestation de test PCR au plus tard 72 heures avant la date du vol. Je suis venu en voyage exceptionnel pour mon père. J'ai fait le test PCR hier à 15h et j'ai eu mon résultat par mail ce matin à 6h. Je l'ai imprimé pour le présenter. Depuis hier donc et jusqu'au 19 décembre prochain, 24 vols de rapatriement sont programmés par la compagnie nationale Air Algérie.
En tout, 7 pays à travers le monde sont concernés par cette opération qui s'étale sur plus de 2 semaines. Le plus grand nombre de ces vols est programmé pour rapatrier nos ressortissants en France. Air Algérie prévoit ainsi 6 vols entre Paris et Alger et jusqu'au 16 décembre prochain. 2 autres vols entre Paris, Oran et Paris, Constantine sont programmés entre le 10 et le 12 décembre. En revanche, les vols entre Marseille et Alger sont programmés les 9, 11, 13, 15 et 17 décembre prochains. Concernant l'Espagne, 3 vols sont programmés au départ de Barcelone, Madrid et Alicante à partir d'Alger le 11, le 13 et le 15 décembre prochains. Pour leur part, nos concitoyens bloqués au Canada sont concernés par un vol de rapatriement le 18 décembre prochain. Par ailleurs, des vols de rapatriement sont aussi annoncés au départ des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. Les citoyens concernés par ces rapatriements devront être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et d'une attestation de test PCR négatif. Vous écoutiez donc Badia Amarni sur le programme de rapatriement d'Air Algérie, le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, en compagnie du Wali d'Alger, a effectué ce matin une visite de travail d'inspection à l'hôpital Mustapha Pacha afin de s'enquérir du taux d'avancement des travaux au niveau du service d'urgence qui sera ouvert dans les prochains mois. Il est destiné à alléger la pression sur l'ancien service et sur l'hôpital de manière générale. On arrive à la situation sanitaire. Le nombre de contaminations baisse avec 803 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 541 guérisons et 12 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. Et cet incident survenu hier à la Casbah d'Alger, une partie d'un immeuble s'est effondrée dans la nuit. Il s'agit d'un habitat vétuste qui a cédé suite aux dernières intempéries. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le drame a été évité de justesse. Abdelmejid Benrassi. Le pire a été encore une fois évité à la Casbah d'Alger. Les habitants ont été réveillés dans la nuit d'hier vendredi par l'effondrement d'une maison à la rue Nafissa, ne provoquant heureusement aucune perte humaine ni blessé. Un effondrement qui serait dû aux fortes pluies tombées durant les 24 dernières heures. الحادث هذا كان نتج عنه Trois familles composées de 8 personnes, dont un enfant en bas âge, ont été coincées par l'effondrement. Elles ont été secourues, elles sont saines et sauves. La maison s'est effondrée partiellement, sinon aucune victime, et c'est l'essentiel. L'effondrement partiel تاع tout le مرتاحة كما شاهدتوا الوسائل كامل كانت هنايا المصالح مختلف المصالح دخلت والحمد لله الحادث هذا يعني ما كانوش فيه ضحايا. Des maisons vétustes et mal au point que les habitants de ce quartier de la Casbah ont pourtant maintes fois signalé, mais rien n'a été fait pour les évacuer. Cela fait près d'une année que nous avons signalé cette situation sur la base d'un rapport de la protection civile. Mais en vain, nous sommes réellement sinistrés. Nous remercions la protection civile et la police pour leur intervention qui ont réussi à évacuer un nourrisson, mais ce n'est pas la première fois. Où est-ce qu'on va passer tout l'hiver? Il nous faut une solution. C'est là le cri de détresse d'une sinistrée de la Casbah d'Alger, en attendant des solutions définitives pour des habitants qui vivent des situations qui se répètent si souvent. Et ce drame a Tizi Ouzou, l'enfant Yanis Hassani, originaire du village Iril Mouhou dans la commune d'Aïtihia, a été retrouvé mort hier vers 13h. L'enfant a été porté disparu depuis mardi soir selon la gendarmerie nationale après 3 jours de recherche menée par ses services et la protection civile appuyée de nombreux citoyens de la localité et de celles voisines. Le corps sans vie du petit de 4 ans et autiste a été découvert dans la forêt de la région. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame qui a endeuillé la famille de Yanis. Jeté l'émoi sur toute la wilaya et choqué le pays entier. Je vous invite à écouter la maman du petit Yanis et les services de la gendarmerie nationale.
Le 1er décembre 2020, le groupement territorial de la gendarmerie nationale de Tizi Ouzou a reçu un appel téléphonique vers 19h signalant la disparition de l'enfant dans le village d'Eril Mouhou, daïra de Dra al Mizan. Les équipes de la gendarmerie nationale n'ont ménagé aucun effort et déployé tous les moyens humains et matériels afin de retrouver l'enfant disparu. Au 4e jour de recherche, à 12h30, les équipes cynotechniques ont pu retrouver le corps de l'enfant sans vie. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances du drame. Le plus important pour moi est d'avoir retrouvé mon fils. Maintenant qu'il est parti, je demande aux gens d'avoir une pensée pieuse pour lui. Et à l'étranger, les opérations militaires se poursuivent au Sahara occidental suite à l'agression marocaine le 13 novembre dernier contre des manifestations pacifiques sahraouis à El Guerguerat. La ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor, s'est entretenue avec l'ambassadeur sahraoui à Pretoria des derniers développements dans la région. L'Afrique du Sud a pris mardi la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les questions de paix et de sécurité figurent parmi ses priorités à la lumière des multiples crises sécuritaires affectant les régions du monde, notamment sur le continent africain. Par ailleurs, des députés suisses ont appelé le gouvernement de leur pays à prendre une initiative pour mettre fin à l'occupation marocaine au Sahara occidental. Et les exactions de l'occupant marocain contre les Sahraouis sont nombreuses. Je vous invite à découvrir les témoignages de victimes de mines antipersonnelles plantées le long du mur de la honte, une pratique très courante dans les territoires sahraouis occupés. Attention, image difficile, âme sensible s'abstenir. Abdelmejid Benrassi. Nous sommes au siège de l'association des victimes sahraouis des explosions de mines placées le long du mur de sable construit par l'occupant marocain au Sahara occidental. Et c'est là que nous avons retrouvé des Sahraouis touchés dans leur chair par les mines marocaines. Certains ont perdu leurs membres inférieurs et d'autres l'usage de leurs mains. Ils nous racontent leur triste histoire. Les premiers éclats m'ont atteint dans le pied gauche et ensuite le pied droit. Avant d'être touché dans mes bras, c'était terrible. J'avais perdu conscience pendant un bon moment. Ensuite, je me suis rendu compte que j'ai été touché au niveau de ma main et au niveau de l'œil, avant d'être transféré à l'hôpital de Tifariti. Ces mêmes victimes, membres de l'association, condamnent la construction d'un nouveau mur de sable dans la région du passage d'El Guerguerat et la violation par le Maroc du cessez-le-feu. Les Marocains qui ont violé le cessez-le-feu instauré depuis 1991 ont également construit un nouveau mur du côté du passage jusqu'à la frontière mauritanienne et ont placé des champs de mines. Selon les spécialistes sahraouis, l'occupant aurait placé quelques 12 000 mines sur un parcours d'à peine 4 km. Nous condamnons toutes ces violations marocaines. La violation des droits de l'homme par le Maroc se poursuit ainsi dans les territoires sahraouis, au vu et au su de la communauté internationale. Retour dans le pays et direction Tiaret à la découverte du site archéologique de l'Ejdar. Il abrite 13 monuments funéraires âgés pour certains de plus de 16 siècles. Les vestiges d'une civilisation qui garde beaucoup de secrets pour les chercheurs. Commentaire de Bediara Mardi. Nous ne sommes pas en Égypte, au Soudan ou encore au Mexique. Ce site se trouve sur les hauteurs de Madroussa, dans la commune de Tousnina, wilaya de Tiaret. Ce complexe pyramidal porte l'appellation l'Ejdar. Il représente un ensemble de tombeaux et de mausolées très anciens et édifiés suivant le modèle des pyramides d'Égypte. Nous sommes ici devant un monument funéraire appelé également les pyramides de Tiaret ou de l'Algérie. Il se situe au sud-ouest de Tiaret. Ils sont au nombre de 13, dont 3 à Madroussa et les 10 autres à Frenda.
بالنسبة للتاريخ هذه المعالم اتفق الكثير من الباحثين أنها تعود إلى بين القرنين الخامس والسابع ميلادي. Selon les chercheurs, ces monuments remontent à la période s'étalant entre le 5e et le 7e siècle. Les hypothèses diffèrent. Certains disent que c'est Massouna, le roi des morts et des Romains, qui est enterré ici. Certains disent aussi que ces jeux d'art sont l'œuvre de la civilisation byzantine, au vu des nombreux dessins et écritures qui renvoient à cette époque. تعود إلى البيزنطيين أو بالتحديد الحضارة البيزنطية نظرا لهذه الرسومات والكتابات الموجودة على الكثير من الأضرحة والتي تعود إلى الفترة البيزنطية بالتحديد. Ces édifices de pierre sont uniques en Algérie et au Maghreb. Tous renferment une ou plusieurs pièces reliées par un système de galeries. Des scènes de chasse ou des figures animales y sont sculptées. Des études sont en cours pour des projets de réhabilitation de ce site en collaboration avec l'Office national de gestion et d'exploitation des monuments historiques protégés et une université ici à l'ouest du pays. Mais avant, il est nécessaire d'aménager la route qui mène ici. Ces monuments n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, suscitant de plus en plus la curiosité des archéologues qui poursuivent leurs fouilles afin de percer tous les mystères qui les entourent. Et on va parler entrepreneuriat féminin pour terminer. Du monde de l'enseignement à l'artisanat, Aïcha s'est reconvertie dans la fabrication de bijoux et a pu lancer son atelier et vivre de sa passion. Ses sources d'inspiration sont sa clientèle et sa fille de 13 ans. Reportage de Badira Marni. Oui, bijoux pour vous à votre service, je vous écoute. Vous avez trouvé mes coordonnées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est bien ça? Elle, c'est Aïcha, enseignante de langue française. Elle décide de sacrifier sa carrière pour se consacrer à ses enfants. Une fois grand, elle se découvre une nouvelle passion, l'artisanat de bijoux. Un univers qui la fascine et qui l'a poussée à suivre des formations pour ouvrir son propre atelier et à travailler à son compte. J'exerce ce métier depuis presque 8 ans. Voilà, donc quand j'ai commencé par l'enfilage. Ensuite, je me suis lancée à travailler l'argent. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, il me fallait une occupation intéressante pour pouvoir m'occuper intelligemment à la maison. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'artisanat. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée, c'est comme ça qu'ils ont découvert mon travail. Et voilà, et à fur et à mesure, j'ai commencé à faire des expositions qui m'ont permis de sortir du monde virtuel des réseaux sociaux vers un monde réel pour être en contact direct avec les gens. Aïcha passe de longues heures dans son atelier pour façonner des bijoux en argent avec différentes formes, des designs modernes, des calligraphies. Elle fabrique des pièces uniques. Elle fait des désirs de sa clientèle sa principale source d'inspiration. Sa fille, lui, est d'une précieuse aide. Du haut de ses 13 ans, c'est elle qui lui fait les dessins de ses bijoux. Une façon pour sa maman de l'introduire dans son univers. Aïcha s'est associée également avec d'autres artisans pour se distinguer. Ma source d'inspiration restera à tout jamais ma clientèle qui viennent toujours avec des idées toutes différentes les unes des autres, des personnalités différentes, des styles différents. Et j'essaie justement d'être à l'écoute de la demande. J'essaie aussi de faire des collaborations avec plusieurs artisans dans différents domaines. J'ai travaillé avec un artisan qui fabrique des pochettes en cuir. Une artiste peintre qui m'a fait les coffrets pour les marque-pages, des coffrets Coran. J'ai travaillé avec une artiste peintre aussi qui m'a fait des pendentifs en nacre peinte. J'ai travaillé avec monsieur Hotman aussi qui me prépare des stylos en bois que j'orne de pièces en argent. Ce qui est intéressant dans ce que je fais aussi, c'est que ça peut être personnalisable. Comme par exemple la calligraphie, que je travaille d'ailleurs avec une amie calligraphe qui me prépare les écritures. Donc elles peuvent être personnalisées les écritures. Donc on peut offrir un bijou qui porte un message, un symbole. Ça peut être un poème, ça peut être Bourala, ça peut être un message d'amour. Précision, dextérité et surtout beaucoup de patience. Avec ses doigts de fée, Aïcha y met tout son cœur et façonne des pièces d'une rare beauté, véritable plaisir pour les yeux. Amour et abnégation est surtout un grand plaisir de faire ce métier qui la rend si heureuse. Heureuse de satisfaire sa clientèle qui s'agrandit de jour en jour.
C'est la fin de notre journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.